Je vous présente Darren COX et Simon Fry, deux grands champions anglais, qui vont vous proposer d'expliquer deux façons différentes de pêcher au FEEDER. Darren va concentrer sur la pêche spécifiquement du barbeau, mais façon compétiteur au FEEDER. Et Simon va parler exclusivement des plaquettes et des montages pour les plaquettes en canal. C'est deux choses bien spécifiques, mais très techniques. C'est deux grands champions. Alors, je vais commencer avec Darren. Darren COX. Okay, so we're working. Welcome everybody. First of all, excuse me for my French. I cannot talk to you people in French in such a technical way. So we have. Comme vous voyez, Darren, il parle français couramment. Il va faire tout le discours en français. Non, il s'excuse pour sa manque de français. Mais Darren est venu souvent en France. Il connaît très bien la pêche d'ici. Merci. We all have the same passion, which is fishing, and it's good in the heart, yeah? So I decided to talk about Barbel because I believe this is this area. You have lots of really nice rivers. You have a lot of Barbel in the rivers, so I thought we have a nice choice. Alors Darren a choisi le barbeau parce qu'il sait très bien que la Somme, c'est la rivière numéro 1 en France pour les barbeaux. Alors nous sommes vraiment dans un coin des barbeauistes. C'est pour ça qu'il va parler du barbeau. For me, I grew up in an area that is full of Barbel. Very small rivers, way up in Yorkshire, in the UK. And they're a real passion. The rivers I fished are very, very much like the Somme. And I now live in the centre of England, in Warwickshire, the River Avon. Again, it's very much like the Somme. Lots of Barbel, chub, bream. Son passion à Darren est devenue de son enfance. Dans le nord d'Angleterre, on a des rivières qui sont similaires à la Somme. Des rivières qui courent, avec un courant soutenu, clair, avec des barbeaux des chevennes. Et où il habite maintenant dans le centre d'Angleterre, pareil. C'est des rivières un peu comme la Somme, barbeaux, chevennes, vendoises, gardons, mais des rivières plutôt de courant, assez vif. Et c'est sa passion. I know that in France, the pole fishing is extremely popular. But we see a new wave coming across Europe, and there are lots and lots of feeder anglers now. And being passionate about Barbel, for sure, feeder is the best way to catch Barbel. Absolutely. Il sait très bien que la France, c'est connu pour la pêche au coup, mais il voit partout en Europe cette vague de feederistes, les gens qui sont motivés par la pêche au feeder. Et pour Darren, la pêche au barbeau est vraiment la pêche au feeder le plus excitant du monde. C'est le barbeau qui l'excite. It's also a really exciting way, and for me, like to actually be able to catch the Barbel. I think Barbel are a very clever fish, and the way they feed and understand. You need to understand the way they feed, and I'll try and help you a little bit later into my thinking of the best way to catch them. Alors, il sait très bien que le barbeau, c'est un poisson intelligent, et lui, il va essayer d'expliquer sa façon de comprendre son adversaire, de penser comme un barbeau. J'espère. So, first of all, I think we talk about the tackle, what we need for it. It is quite specialised. These are big, powerful fish. You know, we catch the barbel regularly 3-4 kilos, and I know here in France you have them to 5, 6, maybe bigger in some of the rivers. Il va commencer par l'équipement parce que le barbeau c'est vraiment un poisson sportif. En Angleterre, on fait des barbeaux de 2,5 kg, 3,5 kg, 4 kg, comme ici dans la Somme. C'est des poissons qui sont très sportifs dans les eaux vives. Alors il faut un montage et des équipements bien adaptés. And obviously I'm a match angler. I'm a competition fisherman, so my bias is towards catching barbel in competition conditions. I know there's a lot of barbel fishing now. It's considered specialist fishing. So the principles are quite similar. You may want to fish a little bit heavier, a little bit bigger, and you can choose where you sit. But I think one of the things is to try and understand, if you are just going pleasure fishing, to understand where you will catch the barbel, and that is really important. Alors Darren est vraiment compétiteur et ses montages sont plutôt ceux qui pêchent le barbeau en compétition, c'est-à-dire un vrai pêcheur feeder de compétition. Mais les mêmes leçons, les mêmes principes s'adaptent à tous les pêcheurs de barbeau. So, first of all, we talk about the tackle. So for me,
On a river, I think it's very important to have the longest rod you can use comfortably. So I am Garbolino, so, you know, I say Garbolino is best, but there are some magnificent brands everywhere. You know, lots of different brands. But for me, you need a long, powerful rod. And you need this rod for two reasons. Alors pour Darren, pour pêcher les barbeaux au FEEDER, il faut surtout une canne qui est longue et puissante. Les deux critères, longueur et puissance. La longueur, c'est très important, vous allez voir. So the casting weight is important. This is a relatively small feeder, but you could be using weights of up to 150 grams on feeders. So the rod needs to have the power to cast. D'abord, la puissance, il faut que la canne puisse lancer ton FEEDER, évidemment. Peut-être jusqu'à 150 grammes, alors ça, c'est un FEEDER de 50 grammes, mais il faut que tu aies une canne capable de lancer 150 grammes déjà. And then, if you hook the barbel, you have to have the correct action and the playing action. So for me, the playing action is plenty of power here. This also helps you cast. So you look for a rod with a tip action. Doesn't matter what brand it is, it will suit you. But the tip action with a 3 ounce, normally a 3 ounce, sometimes 4 or 5 ounce tip. You just need to have a balanced rod. Alors pour lutter contre les barbeaux, pour Darren, il faut une action de pointe bien marquée, avec beaucoup de puissance dans cette dernière partie-là, qui est en vraie et rigidité, en fait, qui est une action de pointe et rigide sur la partie bas de la canne. And for me, probably one of the main reasons, and it's part of what I'm going to talk about in a minute, is it's always important on most river fishing situations to fish with the rod high in the air. So if you can keep the line that is not fishing for you out of the water, then you can get better presentation. Alors vous allez voir dans un moment, mais c'est très important la longueur également pour maintenir la bannière hors d'eau. Si vous pêchez avec une canne de 12 pieds de 3,60 m, vous avez un angle assez court pour la bannière. Mais là, à 4,50 m, vous avez la canne très haute par rapport à la surface d'eau, qui est très important avec le barbeau. Vous allez voir. A lot of fishing is about having balanced tackle. In all types of fishing, balancing your tackle normally helps you catch more fish. And for me, barbel fishing is like setting a trap. So you need to spring the trap. You need to set it so it springs and the fish hook themselves. And I will talk about this a little bit more. Alors pour Darren, le principe de ces cannes et tous ces montages, c'est équilibrage. Il faut que le montage de la canne de ligne soit équilibré. Tandis que le moment où le barbeau prend ton èche, la canne, l'action, le feeder, tout va faire que le barbeau soit ferré, auto-ferrage. Mais très important que ce soit équilibré au maximum. This rod is a Garbolino. The name is a super distance feeder. So it's a rod for all kinds of fishing, for casting big distances to catch big fish like carp and bream on still waters. And this one is perfect for barbel. I use this for all my barbel fishing on the rivers. How long is it done? Pardon? 4 meters 50. This one is 390. Yeah, but 4, yeah. C'est le Garbolino Super Distance qui pêche avec une canne puissante. Je disais, il m'expliquait que c'est 3,80 m, mais 4,20 m, 4,50 m, j'ai exagéré un peu tout à l'heure. C'est la longueur idéale. So, and the reel again, this is a prototype reel I've been using for a while, but the most important thing about this reel is the size. If you're casting a long way, then you need a big reel. If you're catching big fish, then a big reel gives you the cranking power to actually play these fish correctly. Alors ce moulinet aussi, c'est un mini big pit reel, c'est assez grand. Alors l'importance, c'est d'abord d'avoir un réservoir de fil si tu lances loin. Mais même si vous pêchez près, un gros moulinet, ça vous donne de puissance dans les manivelles pour autoriser les combats avec les barbeaux. Parce que vraiment, c'est des poissons sportifs. Il faut avoir un moulinet adapté pour ce type de poisson et ce type de combat. 5,000-6,000 size is important. It's good for everything. You're using thick lines. You need to have the power in the whole gear. And if you're not using things like, I would say minimum 0.26, probably 0.30 millimeter main lines.
Alors, ce moulinet taille 5000, 6000, les cordes de ligne 0,26 à 0,30. Il faut vraiment avoir de matériel robuste et un moulinet robuste pour maintenir ces poissons. So, what I class as the main part of catching fish. Rods you need to cast, but if the end tackle is not correct, then you're in trouble. Alors, on passe au parti le plus important de montage. Darren explique qu'une canne, c'est bien, c'est-à-dire de lancer, mais si le montage n'est pas bon, ça ne sert à rien. So for me, all my fishing, I try to keep things simple. And you can see on the diagram here, this is a very, very simple rig. So I start here, this is the main line, and here you have a tungsten stop. Alors, je vais expliquer. Alors, évidemment, son corde de ligne. Après son corde de ligne, il y a un stop en tungstène. Wait, and I'll explain why in a moment. But here, you have what I call a twizzled boom. And the swivel to the feeder runs over the top of the swivel boom, not inside it. Alors, vous avez, après le perle en tungstène, vous avez une partie torsadée et la graffe du feeder, il glisse sur la partie torsadée. Alors, il n'est pas torsadé. Si tu vois le montage comme il s'est fait là, oui, c'est pas torsadé sur tout le longueur entre le stop, c'est torsadé sur la moitié, et là ça boute, et là ça repart. Alors, tu fais une torsade de quoi, de 8 cm. Comme ça, tu peux glisser le stop plus près pour faire un effet autoferrage direct, ou tu peux faire un montage un peu plus souple en glissant le petit perle en tungstène. Hein. And then on here, it's a quick change bead. And having a quick change bead is quite important because the length of the hook length can often vary. And by changing the hook length around, it can catch you a lot of fish. Alors après ça, c'est une petite perle quick change. Ça te permet de changer la longueur de bas de ligne rapidement. Comme il dit Darren, souvent il faut jongler avec les bas de ligne pour trouver la meilleure longueur. Et ça te permet de faire ça vite et d'avoir des bas de ligne déjà montés, évidemment. And when I say hook length, sometimes we use hook lengths up to certainly 1 meter and often 1.2 meters. I've seen us use hook lengths on the River Trent and places like that, you know, the River Severn, where we use almost up to 2.5 meter hook lengths, which sounds crazy, but it's the way barbel feed. Alors les barbels, en fait, il faut souvent avoir des bas de ligne plus longs qu'on a l'habitude en France. Pour Darren, 1m20, c'est standard, mais tu as des rivières, il faut pêcher avec les bas de ligne de 2 mètres, voire plus même, pour trouver les barbels qui vont être en aval du feeder, mais peut-être bien 2 mètres en aval. Et si tu as un bas de ligne de 60 cm, tu ne vas jamais les trouver. Okay, so for the terminal tackle, there's several different feeders we tend to use, but for barbel fishing in the UK, we do use a lot of maggots, casters and hemp. So depending on what you use, and also micro pellets, halibut pellets are more and more important for catching barbel. So there are two feeders. One is the standard open end cage feeder, which is perfect for using with ground bait, with micro pellets. Alors, il y a principalement 2 types de feeders pour pêcher le barbel. Soit tu as un feeder cage, classique, pour l'amorcer les pellets, les micro-pellets, les halibuts, ou soit un feeder fermé, type black cap, pour les asticots et les casters et les chenilles. So the ones I have here, they are smaller versions what we would use. But if you were trying to build a swim to catch many barbel, one of the best ways is to use a slightly smaller feeder and cast constantly for the start of the session. As you start to catch fish, then you slow down and hook the fish and play the fish. If you need to, you can increase the size of the feeder, but it depends exactly on how many fish you're trying to catch. Alors, il explique Darren que, contrairement aux beaucoup des Français, lui, il est mieux pêcher avec un plus petit feeder et lancer plus souvent, surtout au départ, pour augmenter le coût.
Et ensuite, quand les poissons arrivent, ça dépend. Si vraiment tu sens qu'il y a beaucoup de poissons, tu peux augmenter la taille de feeder. Mais si tu penses que tu veux pêcher pour 3-4 touches, qui est souvent le cas ensemble en fait, vous pouvez garder avec un petit feeder, mais lancer moins souvent. In terms of the hook length and the line, just needs to be durable. You know, we're using hook lengths, I would say, for most barbel fishing, 0.23 as a minimum, but often 0.25. Fluorocarbon is a really good line for hook lengths for barbel. Alors, Darren, il est un fan de fluorocarbone déjà pour ses bas de ligne, mais comme toujours, il faut être un bas de ligne solide. 22 centièmes, c'est un minimum, plutôt 23, 24, 25 centièmes. And one of the points there, the X-Power hook here, one of the things that I like about these hooks, and they're both the same, they have a very slight in-turn point. And I'll show you the rig that I use, but when you are trying to set up a self-hooking, critically balanced rig, an in-turn point is so important for any style of fish. If whatever fish you're trying to catch, in-turn points are really good. Alors, si tu remarques bien, ces hameçons, ils ont une pointe un peu inclinée comme ça. Ils disent que tous les montages autoferrage, il faut pas avoir une pointe droite, mais plutôt inclinée. Ça aide si tu veux avec l'autoferrage. Parce qu'une fois l'hameçon est dedans, il ne sort pas. Alors, c'est ces hameçons préférés pour les barbeaux. Costauds, mais avec une pointe un peu renversée. Okay. So, for me, in the UK, we have lots of ways of feeding the barbel and catching them, but you see the picture there. Whatever I do when I'm fishing for barbel, the first thing I will use is hemp. There's lots of people fishing with micro pellets and halibut pellets. I will still feed hemp. I just feel that it's a bait, a natural bait that fish love, and it's by far, in my opinion, one of the best ways of attracting the fish and keeping them in the swim. Alors, Darren explique que c'est pas tous ces amorçages pour le barbeau, c'est le chennevis. Même si vous pêchez au pellet, mais c'est le chennevis qui fait la base de ces amorçages à barbeau parce que pour lui, c'est neige naturelle. Et les barbeaux, ils aiment énormément le chennevis. Pardon. So, what I actually fish for and how I fish them will depend largely on the clarity of the water. And so, the way we fish in the UK, if the water is very clear, we will fish casters and hemp. We put particles in. One thing that will change my decision is if there are small fish present that are causing a problem, then you will change what you use on the hook and how you feed them. Alors pour Darren, son choix, si tu veux, d'amorce, c'est lié à la couleur d'eau. Si l'eau est claire, il va pêcher castor, chennevis, et il va continuer avec ça, sauf s'il est embêté par les petits poissons, évidemment. Mais si les eaux sont claires, plutôt castor, chennevis que pellets amorce. So I'm an old guy, and I like to do it the old way. We use castors and hemp a lot, especially in clear water. But now, everywhere we go around Europe and in the UK, halibut pellets, micro pellets are critical in all conditions. And despite the clarity of the water, whatever, this is a bait that really pulls fish into the peg. And in the way that hemp, the particles, they hold the fish in place. The micro pellets and certainly halibut pellets do it in exactly the same way. Il explique aussi, évidemment, de nos jours, c'est les pellets qu'on se sert souvent, mais il ne faut pas négliger les micro-pellets, qui fait un peu comme les chennevis. Ça sert de garder les poissons dans la poste. C'est des tout micro-zèches qu'ils aiment bien, mais ça les garde longtemps sur la poste. Chennevis et micro-pellets dans l'amorce si vous pêchez aux pellets. And also, if there are small fish present, then you can still feed the small particles, but it's important that you have something big on the hook, because if you're using small baits, then you're not fishing for the fish that you want to catch. You're too busy reeling small fish in. And so baits like,
even baits like sweet corn, big worms. We use luncheon meat. I'm not sure that you even have it in France, but we use like a processed meat, which barbel love, but it's more about the big size of the bait. And halibut pellet, for me, in 10 mm, 11 meter, and even bigger, are perfect. Alors, même si vous avez des petits poissons sur la poste, il faut persister avec les micro-pellets, les chenilles, les casters, mais par contre, il faut être plus sélectif en neige. Et Darren explique qu'en Angleterre, on pêche souvent avec la partie de jambon, mais en France, vous allez remarquer que ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas vraiment le miracle. Plutôt les pellets halibuts à partir de 10 mm, 10, 12, 14, dans ces tailles-là, pour éviter les petits poissons et sélectionner les barbeaux. And also, trying to be selective is we also include fish meal. Halibut pellet is fish meal, but in coloured water where we're trying to create a scent and the visibility in the water is quite low, then we put fish meals in and things like worms. Worms give off amino acids, and it's the kind of thing that barbel really respond to. They're real sensory fish. They're bottom feeders, and they are like the freshwater shark. Their senses are better than any. Alors, quand les eaux sont teintées ou un peu colorées, il faut privilégier les amorces farine de poisson, les amorces qui donnent une trace d'odeur dans l'eau. Parce que Darren explique que le barbeau, c'est un peu comme un requin d'eau douce. Il cherche justement ces traces de parfum dans l'eau. Il va trouver la source. Alors, soit farine de poisson, même, il dit Darren, les vers coupés, c'est les acides aminaux qui sont très attirants pour le barbeau. Mais c'est un poisson qui a une forte puissance en détection d'odeur dans l'eau. Et si vous pouvez arriver à faire une sorte de trace d'odeur dans les eaux teintées, le barbeau va fixer dessus. Et c'est pour ça, farine de poisson, tout ce qui est huile de farine de poisson, tout ce qui est verre coupé, ça fait exactement ce rôle-là. The barbel over here speak French, but they still feed the same way. Ouais. Même si vos barbeaux parlent français, ils ont le même comportement que nos barbeaux anglais. Un barbeau, c'est un barbeau pour tout ça. Okay, so we don't have a lot of time between us. We've got to share the stage. So what I've done is to put a few key tips together for my barbel fishing. I'll come on to one at the very end for one of my best tips. So, alors, Darren va nous donner ces points clés. C'est évidemment montage costaud, fil costaud, tout équilibré. Privilégier les particules, les petites particules pour garder les poissons sur ton poste. Une fois qu'ils sont arrivés, les petites particules, ça les garde sur le poste. Mais peut-être son astuce le plus important, c'est le suivant. So, first of all, I can't read this one, it's too small. I'll summarize it for you, Dan. Yeah. Go to the next one. Okay, next slide. Yeah, next slide. Yeah, That's okay. the key for them. Yep. Okay, so my top tip for creating what I call the perfect presentation for barbel. You have to follow the diagram and I'll try and explain. Alors, voici l'astuce la plus importante pour Darren pour essayer de bien pêcher le barbeau en rivière. Alors, il va expliquer le croquis, mais je crois, pour moi, c'est le point le plus important pour vraiment pêcher correctement ces montages-là pour un barbeau. The critical thing to remember with this diagram is the barbel. It's so important to create a directional trail of bait and scent. Like when you're fishing on a pole or you're throwing maggots or you're putting ground bait in. To be accurate is so important for barbel because they follow the flow. Alors les barbeaux, c'est très important de faire un petit trait de dèche, une ligne dèche qui coule dans le courant, parce que les barbeaux vont monter, ils vont suivre cette petite chemin dèche que vous allez créer. Many fish, I think barbel are quite unique in the way they feed because they're bottom feeders. They work their way upstream, so they find the bait and they work their way up the stream. And as they get to the source of the feed, where the feeder is landing constantly, they go past and there is no feed. And the critical point is
often a bream, a roach, a dace, a chub will go away from the source of the feed. Not the barbel. The way they feed is they turn like a squadron of aeroplanes, and they come down the swim, and they will go 15, 20 meters away, and then they regroup. Alors, c'est très intéressant. Il explique que le barbel a un comportement un peu différent. Alors, tu imagines, tu as un coulis d'asticots qui tombe sur le fond, tout le long comme ça. Le barbel, il est à 20 mètres de toi. Il va trouver un asticot, il va trouver 2, 3, 4, vous savez compter, vous allez voir. Et le barbel, il monte le courant. Mais le barbel, il va arriver à ton feeder, qui est le point, si tu veux, d'arrivée des asticots. Il va dépasser le feeder. Et du coup, il ne trouve plus rien. Peut-être 2, 3 barbels, une petite bande qui vont monter comme ça, qui vont suivre les asticots, les pellets. Du coup, ils vont trouver rien. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, les barbels? Ils vont faire demi-tour. Ils vont revenir 15-20 mètres en aval, ils vont remonter le petit chemin des particules. Ils vont faire ça, tac, 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 tac. Ah, il n'y a plus rien à manger, c'est fini. Je reviens et je remonte. And they will do that all the time. If you feed them correctly, and you have to feed them what they want to eat, they will follow this pattern. And I grew up as a kid in clear waters. I used to feed them, and I see them and understand them. They're regimental in the way they work. En fait, il explique que comme enfant, il a vu les barbels dans les rivières claires de chez lui. Ils sont très ordonnés dans leur façon, très régimentés dans leur façon de manger. C'est ces petits bandes qui vont monter comme ça. Plus rien à manger, on fait demi-tour, on revient tout en arrière, on remonte comme ça. Mais l'important, c'est de continuer de faire cette trait d'attraction dans l'eau. So, the way I actually fish for them, it's my critically balanced rig, and it's all about being accurate. And in a river, for barbel, I don't like to use the line clip. Alors, le premier point, ils disent, c'est un paradoxe. Pour réussir à la pêche au barbel, il faut être précis. Par contre, il ne faut pas pêcher avec un line clip. Alors, paradoxalement, il faut lancer précis, mais sans line clip, très important. So, what I try to do, and you'll see the crazy fisherman here, if this is the river, and the flow goes this way, then I am looking to fish slightly upstream. Yeah? So. Alors, il faut imaginer, vous avez bien compris, Darren, il est sur la berge, le béton, c'est la rivière, le courant, ça va dans ce sens-là. Déjà, Darren va essayer de lancer légèrement en amont, mais légèrement en amont. But, when I set the rod high, my rod is facing this way. Par contre, quand il monte ses supports de canne, pour regarder la touche, alors, imagine, il va lancer là, mais il va mettre son support de canne dans cet axe-là. Haut, mais il va lancer là, légèrement en amont, et le support de canne va être dans cet axe-là. So the principle is to try and use the lightest amount of weight to hold the feeder still. So if, for example, I can hold with 80 grams, then a lot of the time people say, well, I'll fish with 100 grams because it'll stay still in the same place. But with the method that we use, it's not me, it's the method we use in England. It's called, we actually create a bow in the line. Alors, il a dit beaucoup de choses là. Alors, pour Darren, en fait, le principe, c'est de pêcher avec un feeder le plus léger possible. C'est le principe. Alors, pour arriver à pêcher avec un feeder le plus léger possible, il faut créer dans la bannière une courbe. Une bannière tendue, ça met beaucoup de pression sur le feeder, évidemment. Mais si tu peux arriver à laisser deux mous de faire une courbe dans la bannière, tu peux pêcher avec un feeder beaucoup et nettement plus léger. C'est dû à ça que le line clip, c'est inutile. Parce que pour faire cette courbe, c'est impossible avec un line clip. So with the rod high in the air, I will pay out the line until the feeder. So I will fish with a feeder that may move if the line is taut. So if I cast out and keep the line tight, the feeder will bounce. So what I do is I cast out and I strip 1, 2,
3, maybe 4, maybe 5, maybe 6 meters of line, so that the line is going downstream and it's delicately anchoring the feeder. Alors, il explique, si tu lances le feeder et si tu gardes la bannière tendue, évidemment, ton feeder va avoir tendance à rouler. Tu as l'édition qui fait ça, le feeder qui roule. Alors, ça qui fait Darren, il lance son feeder, il donne de mou 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, voire 5 mètres, afin d'arriver à avoir assez de mou dans la bannière pour que le feeder puisse s'ancrer. By angling the rod downstream and setting a critically balanced rig, as soon as the barbel puts the bait in its mouth, it will lift the feeder off the bottom. And as the feeder dislodges, the barbel has hooked itself. And it's the perfect rig to use. Alors, la beauté de ce système, c'est non simplement vous pêchez avec un feeder plus léger, mais tu imagines cette feeder qui est tenue dans cette bannière assez souple, ce feeder assez léger. Le barbeau, il va aspirer son èche et forcément, il va déplacer le feeder. Le moment où le barbeau déplace le feeder, il est ferré. Automatiquement, tu le pantouches avec ça. Le barbeau est auto-ferré. So the bite is always very different as well. Normally, when you're barbel fishing a feeder with a tight line, it wants to pull the rod in. Yeah. But with fishing this, we call a drop back method. It's a drop back because you'll be fishing with a taut line, the bow will be going down river, and all of a sudden your bite will be. Alors, les touches sont différentes. Vous avez tous l'habitude des touches assez violentes des barbeaux sur un fil tendu, tu vois. Les sillons comme ça, comme ça. C'est direct. Tandis qu'avec la bannière en mu, le touche, c'est en arrière. Le sillon va faire ça et tu vas avoir une brusque touche en arrière. Et c'est dû à la pression du feeder qui est relâché par le feeder qui est bougé, qui a relâché la pression sur le sillon. It's a great way, and also you often find as well that you have less barbel break the line, so that you're almost giving yourself time to set up the playing of the fish. Et également, vous avez tous sûrement subi l'effet des cassages au ferrage. Que tu casses au fer, tu as la touche violente et tu la casses. C'est parce que tu n'as pas donné de mou dans le montage. Le moins de faiblesse, ça casse. Tandis qu'avec un montage plus souple, avec la bannière souple, avec son système à Darren, vous avez beaucoup moins de casses au ferrage. Parce que la pression n'est pas la même. Le barbeau est piqué par le feeder, pas par la canne. So, we had quite a lot more tips and things, but we haven't got a lot of time because I've spoken a bit too much and Sai's going to have to have a chat. But just a couple of really critical things as far as I'm concerned. Barbel are really, really powerful fish, hard fighting, they live in fast currents. And we really do need to take care of these fish because they give everything when they fight. And it's so important to make sure you release them correctly. I'm sure many of you know, but it's something I always talk about. It's critical. Darren va juste expliquer vite fait que les barbels sont un poisson super puissant, mais pendant les combats, le poisson il donne tout de lui-même. C'est un poisson qui s'épuise. Et pour Darren, c'est très important de respecter ce poisson et de le protéger et de soigner, surtout après une prise. And especially so in hot weather, low oxygen, they are factors that are really difficult for a lot of fish, but especially barbel. So please take care. Surtout en été, quand les taux d'oxygène dessus est bas, quand les rivières sont courants moins rapides, il faut vraiment respecter le poisson et laisser récupérer ton poisson. Okay. So just this net of fish, this was on a really hot day. We kept these fish out of the water for about 50 seconds, less than a minute, and there were 3 of us there, and we put the fish back quickly but safely. So you can see the water here is extremely oxygenated. It's just below a natural. We're in the river, and the barbel sit in a deep hole, and the deep hole is cut out because of the current, and then it goes up to a beautiful gravel. So this swim here is my favourite swim.
Alors, c'est une image de son poste préféré du monde pour le barbeau. Il a expliqué qu'il a pris cette image en été et le barbeau, il est sorti de l'eau pour 52 minutes pour prendre la photo, que ça, et tout de suite remis dans l'eau. So I'd like to talk more, and I hope you've enjoyed a little talk in this. But if we've got any questions that anybody wants to ask, then we can talk now for 5 more minutes. Il vous remercie beaucoup. On va applaudir Darren pour ses conseils. Merci Darren. Alors, on va passer à un deuxième spécialiste anglais. On va passer du barbeau à la plaquette, pardon. On va parler de pêche au feeder pour les plaquettes avec Monsieur Simon Fry. Merci Darren. Bonjour à tous. Je suis désolé, mais je ne parle pas français. Donc, en anglais? Non, moi, je suis au chômage technique, alors ça va très bien. So, where's the up and down? I'm going to talk about catching skimmers on canals, which is one of my favourite species for match fishing. I think it's most matchmen's favourite species to catch. Alors, il va parler, excusez-moi, de la pêche à la plaquette en canal au feeder. Et pour lui, la plaquette soit un de ses poissons préférés, un poisson capricieux, compliqué, mais un poisson qu'il apprécie beaucoup. Skimmer's obviously very important target species in the UK and across Europe, I think now. They're really reliable feeders, and a great way for building a weight is to catch skimmers. Simon aime bien la plaquette, c'est un poisson très important en France, comme partout en Europe. C'est un poisson qui se nourrit, je dirais, assez facilement pendant toutes les saisons. Tu peux espérer prendre des plaquettes. C'est un poisson qui est très important pour tout le monde qui s'intéresse dans la compétition. Skimmers do feed in all conditions, but mainly when it's windy and it's overcast, they really feed well. Alors les plaquettes, ils peuvent se nourrir dans toutes les conditions, mais il faut privilégier surtout les jours venteux, beaucoup de vent, et un ciel couvert. C'est la condition idéale pour la plaquette. And for catching skimmers on canals, I think feeder fishing, for me, is the best way to catch them. You can catch them on the pole, of course, but when it's very, very windy and the canal's towing like mad, it does sometimes tow lots, then because they're predominantly bottom-feeding fish, skimmers, I think feeder fishing is one of the best ways to catch them. Alors on a l'habitude, nous, en France, de pêcher les plaquettes au cou dans les canaux, mais comme explique Simon, quand les conditions sont très ventées, quand il y a beaucoup de vent, il est parfois plus efficace même de pêcher au feeder parce que vous pouvez garder toujours un neige statique sur le fond, que les plaquettes ils apprécient beaucoup, et qu'au coup on a du mal des fois. The tackle for catching skimmers is completely different to the tackle Darren was talking about. The very opposite end of the scale, actually. We're talking light, soft rods with sensitive tips. Alors évidemment, l'équipement pour pêcher les plaquettes, c'est un pôle inverse de pêcher les barbeaux. C'est des cannes souples, sensibles, fins et des montages techniques, je dirais. So, really short. This is a 10-foot extra light rod, again from Garbolino, and complete opposite end of the scale. The main thing with this is bite detection. You're looking for sensitive feeding fish. And light tips, even up to 1/8 of an ounce, 1/4 of an ounce tips. Alors, évidemment, l'importance pour la plaquette soit la sensibilité au sillon. Et il pêche avec, c'est une canne 10 pieds, une canne finesse 10 pieds, vous voyez tous. Mais en Angleterre, ils pêchent avec des sillons ultra fins. Vous avez l'habitude de 1 ounce, 2 ounces, 3 ounces, mais un mi-ounce, des sillons de mi-ounce ou 0,75 ounces, des sillons très fins. Parce qu'il faut un sillon fin pour enregistrer les touches des plaquettes. I'll come on to the lines that I like to fish on the canal, the distances, but for fishing up to maybe 15 to 20 metres, this 10-foot rod's perfect. For when it's windier, maybe fishing across to the far side of the canal, then maybe an 11-foot rod, but certainly not really on canals any longer than 11 foot. Alors, suivant les conditions, la distance de pêche, cette canne-là à 10 pieds, très souple, ça va jusqu'à 25 mètres, disons. Si la canal est plus large ou s'il y a beaucoup de vent, peut-être une canne de 11 pieds, 3 mètres 60, pardon, 3 mètres 30, mais pas plus long.
3 mètres ou 3 mètres 30 en longueur. And again, with reels, you obviously match the reels up. These are only small reels. The most important thing is that they're smooth for reeling in skimmers. They've got very soft mouths. You don't need the power that you need to catch barbel, for example. So yeah, just a small reel loaded with braid. I'll come on to the terminal tackle, but Il faut un moulinet assez petit, tu n'as pas besoin de même puissance comme pour le barbel, mais il faut que le moulinet soit de mécanique fluide. Parce que les plaquettes, ils sont les gueules très tendres, il faut que le moulinet soit très fluide dans sa mécanique. Et de la tresse comme cordeline. For reel line, I like to use braid. Braid gives you much better bite detection. Again, skimmers don't give you the roaring bites that barbel do. They just give you some slight indications, and braid will pick up on the bites much better than mono. Évidemment, la tresse en cordeline assez fine pour mieux détecter les touches. For the actual fishing feeders, again, we're using very small feeders. Can you see that one here? This little cage feeder. Alors, on pêche avec des petits cages, des tout petits cages, hein? Un petit cage. Ouais. Ouais. Un truc de 2-3 trous, mais des tout petits. And then the window feeders as well. Et aussi les tout petits feeders fenêtres. Mais petits, évidemment. The cage feeders are best for when you can feeding with ground bait, but when you want to feed lots of particles or mushy worms or baits like that, the window feeders are better. They get the bait down to the bottom. Alors le feeder cage, quand vous pêchez avec des amorces plutôt, et le feeder window, c'est quand vous voulez mettre des échepurons, par exemple des vers de terre hachés ou beaucoup de casters. Le feeder window, ça permet de mettre beaucoup plus d'èches et le petit cage plus d'amorces. Et vous pouvez intercaler, changer les deux. And in terms of terminal tackle, again, you're looking at light lines, small hooks, fine hooks, so that the fish isn't feeling the resistance. Looking at 010 to 014 in hook lengths, and size hooks really from sort of 20 to 14 in a fine wire hook. Alors, bas de ligne, normalement, réduite, 0,10, 0,12, 0,14. Et pour les hameçons fines de fer. Tandis que la plaquette, il aspire, ils ne sont pas à la résistance de l'hameçon trop lourd, mais c'est logique, hein? Fil fine, assez fine, 0,10 au feeder, et les hameçons fins de fer. This is a very simple rig that I like to use for canal fishing for skimmers. It's basically a helicopter rig, and it's quite simply the braid comes direct down to the feeder at the bottom. There's two tungsten sinking stops with a quick change swivel in between, and that allows you, the quick change swivel allows you to change your hook lengths, so you can fish, 010 and with a 20 hook, and if you started catching some bigger fish and you wanted to change to 012 for a 16, you can literally just loop a new hook length on. Alors son montage, c'est d'une simplicité incroyable. C'est la tresse directe au feeder. So, tout long au feeder, c'est direct la tresse. Et après ça, c'est un montage hélicoptère. Il a 2 perles en tungstène, caoutchouc, 2 perles en caoutchouc en tungstène, un million qui est coincé entre les 2 perles, ça fait le montage hélicoptère qui ne vit pas, hein, et qui ne se mêle pas. Et un bas de ligne, et un quick change graph, un graphe qui te permet de changer vite le bas de ligne. Et un bas de ligne que tu puisses changer suivant les conditions. For baits for skimmers, ground bait is very important for skimmer fishing. Natural and fish meal ground baits both work. In the UK, we do use fish meal a lot, probably predominantly now for skimmers. And I know on the continent not so much is used, it's mainly natural, but we have used fish meal. For example, in Italy on the World Championships, we did use fish meal ground bait and caught lots of skimmers on that. Alors là, il parle des amorces. Évidemment, une amorce qui marche au cou va marcher au feeder. Il n'est pas de secret. Mais de plus en plus, partout en Europe, pas qu'en Angleterre, pour les plaquettes, spécifiquement, ils ont des amorces à base de farine de poisson. Il explique qu'en Italie, ils ont pêché les plaquettes, ils ont fait des bons résultats avec des amorces basées à farine de poisson.
Additives also work, so Brasim, for example, is very good for skimmers. Leames create quite a nice cloud, so if the water's clear, sometimes it's worth adding leam to create a cloud as well. C'est exactement comme au coup, vous pouvez ajouter du Brasim, évidemment des additifs, et également de la terre. Parce que si vous faites une trace, la terre de somme, au coup, ça fait une trace que les plaquettes apprécient. Et au FEEDER, c'est la même chose. Vous pouvez avoir une amorce qui trace au FEEDER avec un peu de terre de somme ou de litu. De litu pour tracer exactement comme vous faites pour la pêche au coup. Also very important to add particles and live baits to the ground bait. You need to give them something to grub around on. So joker is very good. Chopworms, casters, maggots. You can add all of these to the feeder for feeding via the feeder. Alors le choix des éches que vous allez incorporer dans l'amorce, c'est classique. Fruits, évidemment, vers haché, un peu des casters, un peu des asticots morts, des pinkies. C'est tout à fait comme on fait au coup, quoi. Exactement pareil au niveau amorce et éche. In terms of hook baits, any small live baits are very, very good for skimmers. Bloodworms, maggots, casters, pinkies. My favourite bait for skimmers, personal favourite bait, is redworms. From the horses, muck heaps, they're fantastic bait for skimmers. Alors, tous les éches vivants, surtout l'hameçon, asticot, caster. Mais pour Simon, son éche préférée, c'est le petit ver rouge de fumier, qu'on avait tous pris comme enfant. Pas le dendrobina, mais le ver de fumier que vous ramassez chez le fermier qu'on faisait dans notre jeunesse. C'est son éche préférée pour les plaquettes. On the canal, I'd probably target two areas. So the canals tend to have shelves that go across the canal and then come up again. The bottom of both shelves, the near to where you're fishing and the far shelf, are both good lines for targeting skimmers. Alors, il explique, Simon, que les plaquettes, ils aiment pas quand on prend trop à la fois. Si tu prends 5, 6, 7 plaquettes, ils ont tendance à partir. Alors, pour Simon, c'est important d'avoir deux lignes où tu prends quelques plaquettes, puis tu laisses reposer, et tu changes. Pour lui, dans les canaux, normalement, tu as deux marches. En fait, la marche de ton côté, la marche vers toi et la marche d'en face. Et lui, il aime bien sélectionner le pied de ces deux marches pour qu'ils puissent intercaler les deux lignes de pêche pour reposer une ligne et laisse rassembler les plaquettes et pêcher l'autre. And one of the main reasons I like to feed two lines is because if you start catching skimmers on one line, they can very quickly disappear and stop feeding on that one line. And one of the keys is then to rest that line and go on to your second line, your further line, catch fish on that. They will then start to slow down, and then you've already rested that first line, so you can come back onto the first line, and inevitably you'll start catching on that line again. Alors les plaquettes, c'est un poisson assez craintif, et son système à Simon, c'est de pêcher une ligne, tant que les touches suivent normalement, ça va. Mais ici, où sont que les touches ralentissent, qu'on sont souvent, là, il faut reposer cette ligne et pêcher l'autre. Pareil, tu fais quelques poissons, tu vois, tu ressens que les touches ralentissent, et tu reviens vers la ligne qui est reposée, et tu intercales comme ça. When you start getting into this routine, you then end up rotating lines, and you're automatically resting the line you're not fishing, which then gives the other line time to recover, and then you go back onto that line, catch from there, and then you're resting the line that you've just come off on that one, then can then recover, and you can just rotate lines throughout the day. It's a great way of keeping skimmers coming. Alors, c'est le temps de récupération qui est important. C'est combien de temps il faut laisser pour que les poissons puissent revenir en sécurité sur une ligne. Et ça veut de juger, mais avoir dans la tête l'idée de laisser reposer une ligne et pêcher l'autre, mais laisser le temps de reposer la ligne et que les poissons puissent ressentir en sécurité et revenir manger. And on occasions, both lines will slow down and maybe stop for you. One of my favourite ways of getting them going again is to switch to a window feeder and really over-wet your ground bait so it's sloppy, almost like porridge, and fill it with chopped up worms, mushy worms, and you create a really horrible gooey mix. Chuck that in the feeder with a window feeder, and the cloud and drift that creates will often get skimmers going again. Alors, il est quand même réaliste, le Simon, parce que ça arrive des fois que les deux lignes s'arrêtent, que tu vas aller remarquer que deux lignes vont ralentir, c'est que finalement tu ne fais pas de poisson sur l'un ni l'autre.
Pour lui, une des meilleures astuces pour réanimer une ligne, c'est de se servir de cette feeder-là, le window feeder. Alors, si vraiment le touche s'arrête, tu fais une sorte de soupe, une morceau de soupe, beaucoup de verre haché, et tu essaies de faire une gadou, en fait, une gadou verreux avec les verres. Et tu essaies de pêcher avec ça. Et ça peut réanimer une ligne qui est vraiment au stanier. Yeah, that worm soup is a really brilliant way of bringing skimmers back. It really, really is. Yeah. Le soupe au verre, en fait, soupe au verre, pas le soupe au chou. So there you go, very short presentation for you on catching skimmers on canals. Hope that's helped anyone listening, and if anyone's got any questions, please fire away. D'abord, on va remercier Simon pour ses astuces. Et si vous avez des questions pour Darren ou Simon, maintenant c'est le moment ou jamais. Pour les plaquettes, quel est le meilleur montage? Montage entre plat ou hélicoptère? Do you think a helicopter rig is better than having a normal fixed? Not necessarily better. Sometimes I'll use like a free running rig, a sliding rig. Yeah. But it's just a very simple rig to set up, and it's something that I would always have on a rod. But no, you can always use a free running rig as well. En fait, tu peux pêcher les deux, mais l'avantage de l'hélicoptère, c'est que c'est très simple à créer et ça n'a pas tendance de vriller. Alors, c'est plutôt par simplicité que par efficacité. Yeah, I'd use both. Des autres questions? Même pour Darren sur les barbeaux? Back of the room. Ah, back of the room. Pardon. Thank you for your presence. What's the size of diced heim do you use? Size of which line? Diced harm. They did jambon. What'd you say? Yes, Alors j'explique pour les autres, ils disent, si vous voulez pêcher avec le pâté au jambon, quelle est la taille préférée des petits cubes? It depends what size fish you want to catch. Barbel. Yeah, but it depends what size fish. The good thing about using the luncheon meat is you can make it very, very selective. So if you want to try and catch a big fish, I'm not kidding you, we can use bits. Well, size as that for big barbel. Honestly, comme ça. On explique le Darren que ça dépend de la taille de barbeau que tu veux choper. Alors, But if you want to catch everything, every size, then 8mm or 10mm is a good size. il t'a montré le feeder là. On peut pêcher avec les cubes de jambon de cette taille-là si on veut vraiment trier que les gros. Sinon, tu pêches avec des cubes de 8 ou 10 mm. Vous prenez un peu tout, quoi. Des autres questions? Barbeliste. Est-ce qu'il y aurait des conseils pour la plaquette, mais en étang? These tactics for canals are applicable to lakes, definitely. Obviously, the distances you fish will be different. Sometimes you're fishing on a lake maybe 50, 60 meters. But yeah, exactly the same tactics, yes. En effet, ces tactiques, ils viennent de la pêche en lac. La seule différence en lac, tu n'as pas deux marches bien précises. Alors les distances peuvent être plus grandes, par un coup à 40, 50 mètres, un coup à 20 mètres. Mais le principe d'avoir toujours un coup où tu puisses reposer, et un autre coup, c'est exactement le même principe, sauf les distances sont différentes. David, sorry. This guy asked a question about the rigs. Yeah. You just so the one of the other reasons for the helicopter type rig is if it's very, very windy, it's virtually tangle free. It doesn't tangle at all either. So. Il veut juste jeter sur le montage hélicoptère que si tu pêches par un temps de vent, le montage hélicoptère ça ne se mêle jamais. Et surtout quand il y a beaucoup de vent, même en l'air, je dirais même pendant le lancer, ça ne se mêle pas. Alors c'est très très bon pour les pêches par les temps un peu venteux. Des questions pour les barbeaux? Question barbeau. Bonsoir, merci et bravo pour votre intervention. Question, comment on peut maîtriser la vitesse de descente des éches lorsqu'on pêche avec un long bas de ligne et éviter d'avoir notamment des gardons, des ablettes entre deux eaux?
to be honest with you, you can't really avoid that if the fish are going to get ragged. But the way I would do that would be to use a bigger bait. Yeah. So, you know, like, as I said, with like red worm is a fairly rag-resistant bait. Quite robust, isn't it? Yeah, or even use Head of like dendrobina. half a dendrobina or something like that, yeah. En effet, on ne peut pas vraiment éviter avec une longue bas de ligne qui descend tout en douceur, qu'il soit chopé par les petits poissons. Par contre, on peut essayer de pêcher avec un éche un peu plus gros ou un éche un peu plus robuste, comme un dendrobina, la tête de verre ou mativer. On pense qu'on peut choper ces éches sont trop esquintées. Alors il faut soit pêcher avec du maïs, qui passe direct, ou soit pêcher avec un éche qui est moins fragile qu'un asticot. Or, David, just shorten the hook length. Ou vraiment pêcher avec un bas de ligne plus court, que ça descend plus vite. Mais c'est un problème qu'on ne peut pas vraiment éviter des fois. Tu as raison. Des autres questions? Une question pour Simon. Quelle est la meilleure taille de tresse pour pêcher la plaquette? Braid, I would say 0.10 millimeter. But if you're fishing in snags or it's rocky, maybe 0.12 millimeters because it's more durable. But it doesn't really matter. But 0.10 for general fishing. If it's rocky or snaggy and you want something more durable, 0.12 millimeter. Alors 0,10, c'est la tresse passe partout. Par contre, si tu as beaucoup des accros, peut-être 0,12. Vous avez des autres questions? La longueur d'arraché. Shock leader, yeah. It depends on the fish I'm fishing for. But I do use shock leaders, and normally it would be the length of the... So this distance here, like the drop for casting, Yeah. onto the reel, and then a turn and a half on the reel. Tu parles des arrachés sur le moulinet ou... Ah. Alors, le principe d'un arraché sur le moulinet, il faut que ça fasse 2 fois la longueur de la canne. Alors, si votre canne est 4 mètres, il faut peut-être un arraché qui fasse... Oui, oui. Vous parlez de bas de ligne? 1 mètre? Ah oui? Ah non. Il faut que le nœud soit sur le moulinet. Yeah. What? Yeah, for roach. And that. Ah pardon, pour les gardons, oui. Ils disent faire un arraché plus court. Yeah, pour les pêches sensibles. Des autres questions? Hello, bonjour, c'est pour le barbeau. À propos du combat, c'est un poisson qui tire fort. Et parfois, moi j'ai du mal. Je dois mettre la canne là, comme ça. Est-ce qu'on doit utiliser le talon avec son bras? Ou alors on n'a pas besoin d'utiliser le talon? Comment on peut faire pour maîtriser le barbeau? Darren, it's for you. What's the best way of playing barbel? The best way of playing barbel? Yeah. As I said, barbel is a really powerful fish. I guess if you pull too hard, you'll lose a fish. Always. So a big fish, you have to give it the respect, but it's about applying the correct amount of pressure. And the way a barbel fights is it will push away really fast, and then you can get some line back on it. Do you want to just explain? En fait, un barbel est un terme puissant. Il ne faut pas aller trop vite. La chose qu'il faut faire, il faut respecter la puissance de ce poisson. Un barbel a une tendance toujours à partir en vitesse. Et il faut laisser partir avec le frein, puis tu peux récupérer un peu de fil, et ça peut repartir, ça peut aussi repartir en amont. Mais le truc, c'est de ne pas trop appuyer. Appuyer, oui, bien sûr, il faut maîtriser, mais pas super appuyer, parce que là, c'est la casse après. It also depends where barbel live. They love to live in channels, they love to live under trees, and where there are snags. So you have to have the correct terminal tackle and rod to keep them away from the snags. And then just one final thing to say is most barbel in fishing, they're not lost out there, they're lost when you're trying to lift them. Yeah. And as you lift a barbel, the next thing the barbel wants to do is go. So you have to be ready for that time. So the barbel comes up, you know it's going to go down. And so you let it go, but you control its fight. Alors, il explique Darren 2 choses. Que les barbels ne vivent pas toujours dans les pots très propres. Il faut être conscient de ça. Il faut avoir une canne qui a l'autorité de tourner un barbel s'il faut. Mais il explique Darren que la plupart des barbels ne sont pas perdus pendant le combat. Ils sont perdus
sur la canne au moment de l'épuisage. Qu'en fait, le barbeau, il va monter vers la surface. La chose qu'il va faire sur les certains, il va repiquer en force tout de suite. Alors, vous avez monté votre barbeau, votre bras comme ça, le barbeau va repiquer. Vous êtes prêt pour ça, pour ce moment que le barbeau va repiquer tout de suite. Il ne va pas être pris, si tu veux, sans frein, sans rien, parce que là, tu vas casser. Alors, la plupart des casses, c'est au moment de l'épuisage, pas au moment de combat en plein d'eau. The chub, you play a chub, his head comes out the water, he's yours. You play a barbel, his head's out the water, he's not yours yet. So just be careful. Alors, contrairement au cheval et au cap, quand tu vois la gueule qui sort d'un cheval, c'est fini, il est à vous. Mais un barbeau, non, il va repiquer. C'est systématiquement, tu vas le montrer, il va repiquer 2-3 fois. Alors, il faut être prêt pour ça. J'aurais voulu savoir comment il gère le frein ou avec... Well, this is a good question because Simon and I, we fish a lot and we do a lot of different fishing. I am the same opinion as Simon because I know what he's going to say. But absolutely, you must use the drag with barbel. But that doesn't mean you cannot use the backwind. So when I'm playing barbel or carp, I will start with the anti-reverse on. But when I get closer and there is less stretch in the line, the drag is still working. But as the stretch comes out of the line, the drag, if it's set correctly, will start to come into play. But I will always still have the anti-reverse off. So with a barbel, you can let go of it, and you control the rotor with the finger also. Alors, en fait, Darren fait les deux. Il a toujours le frein mis correctement, mais le problème du barbeau, c'est les départs en force et qui te surprend. Pour ça, il est toujours il peut toujours faire de backwinding. Il a l'anti-retour en position off. Ça lui permet, s'il faut, oui, mais même vraiment, juste laisser partir la bobine, tourner comme ça et contrôler avec le doigt sur le galet. En fait, il fait les deux. Le frein, puis aussi l'anti-retour qui marche pas. Si vraiment le barbeau, il part et le frein ne marche pas, comme explique Darren, quand tu approches la berge, tu as moins en moins d'élasticité dans ton corps de ligne. Tu imagines, si tu as un barbeau à 20 mètres, tu as 20 mètres d'élasticité dans ton corps de ligne. Si le barbeau est sur tes pieds, tu as vraiment très peu d'élasticité. Pour ça, des fois, il faut juste lâcher la bobine, contrôler le galet avec le doigt, laisser partir le poisson. Alors, les deux. C'est le même pour la carpe aussi. Oui. Question, c'est bon? OK? Mais on va applaudir nos deux amis anglais.